Chaque fois qu'elle défile, en quelque lieu qu'elle apparaisse, la Légion étrangère suscite-t-elle un accueil qui ne ressemble à aucun autre. À l'applaudimètre, c'est toujours la Légion qui gagne. Pourquoi? Chaque année, partout où elle se trouve, la Légion célèbre l'anniversaire de son plus fameux fait d'armes, Cameroun. 30 avril 1863, 60 hommes opposés au Mexique à une armée tout entière. Chaque année, on ressort une relique, la main en bois du capitaine d'Anjou qui commandait à Cameroun. Au cinéma, à la télévision, nous l'avons vue 100 fois cette main. Et pourtant, de la revoir, cela nous émeut toujours. Pourquoi? Parce que ce seul nom, la Légion, nous fait rêver. Parce que nous savons que la Légion créée en 1831 par Louis-Philippe ne ressemble à aucun corps. Parce que lorsqu'on s'engage à la Légion étrangère, on ne vous demande ni votre nom, ni votre nationalité. Parce que quand la Légion défile, nous regardons les visages et nous cherchons un secret, un roman, une motivation hors du commun. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des princes à la Légion, et même un évêque, des repris de justice, des cœurs brisés, des chercheurs d'aventure, des hommes aussi au bout du rouleau. Mais parce que surtout la Légion, c'est un formidable condensé d'héroïsme et de courage. Grâce au cinéma, les grandes heures de la Légion vont revivre grâce aux images tirées des fabuleuses archives de l'armée française. Les voici, ces images. Les premières nous conduisent au Maroc au début du siècle. La Légion, installée depuis des décennies en Algérie, Sidi Bel Abbès, y a pénétré pour protéger le territoire algérien des incursions des berbères marocains. Il a fallu attendre que l'Allemagne, en 1912, reconnaisse le protectorat français sur le Maroc pour que les opérations se poursuivent au grand jour. Un an plus tard, Lyautey, nommé résident général, décide que les Français ne sont pas là pour coloniser le Maroc, mais pour le faire accéder à la modernité et à l'indépendance. Le sultan règne, Lyautey gouverne. La population se rallie peu à peu, mais il y a toujours des rebelles. Pour faire face, Lyautey appelle la Légion. « Ma plus chère troupe », dira-t-il. Il a souligné le « ma ». Cette Légion l'aidera aussi à faire régner la paix. Elle achemine des denrées dans les régions qui meurent de faim, elle soigne, elle bâtit. Quand la guerre de 1914 éclate, Lyautey ne conservera au Maroc que 2 régiments de marche et 2 compagnies montées, aux 3/4 composés d'Allemands et d'Autrichiens. Vous comprenez pourquoi on n'a pas voulu les envoyer se battre en France. De quel œil, chaque année, ont-ils dû regarder les cigognes qui, chaque printemps, s'en retournaient vers leur pays natal? La Légion, pour nous, bien sûr, c'est Sidi Bel Abbès, fondé par les légionnaires en 1843. Là se sont fondues 105 nationalités. Des gens venus de partout et qui, dès qu'ils ont endossé l'uniforme et coiffé le képi blanc, ne deviennent plus que des légionnaires. Des gens qui, lorsqu'ils traversent la caserne, le quartier Vienno, ainsi appelé du nom d'un colonel tué à Sébastopol en 1855, des gens qui saluent de cette manière lorsqu'ils croisent un officier. « Légionnaire un tel, mon capitaine !» Et l'officier, naturellement, salue. Il arrive qu'il salue 100 fois par jour. Et tous ces hommes marchent au pas légionnaire. Le tempo
Dans l'armée française, c'est de 100 à 115 pas à la minute. Le tempo à la Légion, c'est de 80 à 85 pas à la minute. Sauf à la guerre, bien entendu. Car le destin de la Légion étrangère, c'est de faire la guerre. En 1914, naturellement, elle fait la guerre. Un problème se pose. Théoriquement, la Légion peut servir partout, sauf en France. Elle va cette fois rejoindre les millions de Français mobilisés. Beaucoup d'étrangers résidant en France se sont déjà engagés dans la Légion. Parmi eux, le peintre Kissling, l'écrivain Blaise Cendrars. Ce sont les sous-officiers de la Légion, venus d'Afrique, qui vont les encadrer et qui vont les former. Et bientôt, au combat, il n'y aura plus qu'une seule Légion étrangère. De 14 à 18, 43 000 légionnaires seront dénombrés. 6 200 Français et 37 000 étrangers. La Légion est jetée dans la bataille en mai 1915, en Artois, là où Joffre tente la percée des lignes allemandes. C'est à Vimy, au nord d'Arras, qu'attaque en première ligne le 2e régiment de marche du 1er étranger, autrement dit la Légion. Elle est engagée sur tous les fronts. Elle s'enfonce comme les autres corps dans l'innommable bout des tranchées. Elle monte en ligne, elle en descend, elle a ses morts, beaucoup de morts. 157 officiers, 5172 légionnaires. Elle se repose aussi à l'arrière. Ils l'ont mérité, non? Ici, ils sont en Alsace. Ah, voici de nouveau les képis blancs. Vous vous êtes peut-être étonné de ne pas en avoir vu jusqu'ici. L'explication est simple. Au combat, la Légion emporte rarement. Parmi ceux de la Légion, je pense tout à coup à l'adjudant-chef Madère. Il est allemand d'origine, il a connu l'Afrique, Sidi Bel Abbès. En 14, bien qu'allemand, il ne veut pas quitter ses camarades. Volontaire pour la France. En 1916, sur la Somme, il aperçoit une mitrailleuse allemande prête à clouer sur place ceux qui attaquent. Il la contourne. Crie en allemand « Rendez-vous, jetez vos armes !» La surprise est telle que Madère prend non seulement la mitrailleuse, mais 7 canons lourds. En juin 1918, une balle lui fracasse l'épaule droite, on l'ampute. Il finira gardien-chef au château de Versailles. La Légion repartait toujours. Combien de fois on l'a entendu ce cri « En avant la Légion !» Combien de fois on les a vus, les légionnaires s'élancer à l'assaut de la tranchée d'en face, leur hache, comme on disait. Ceux qui sautent hors de la tranchée savent qu'ils ont à peu près une chance sur 2 d'être fauchés par les mitrailleuses allemandes. En avant la Légion! Ils y vont. Je voudrais vous dire un mot du colonel Rollet, le père de la Légion, comme on disait à l'époque. À chaque attaque à laquelle Rollet a participé, il est allé au feu sans armes. Il était dur, exigeant, mais comme il fonçait toujours le premier à la tête de ses troupes, que 100 fois on l'avait cru mort, son ascendant était immense. La guerre est finie. Le 14 juillet 1919, c'est le défilé de la victoire. Tous les corps défilent. Bien sûr, la Légion est là. Après l'armistice de 1918, la Légion va prendre sa part de l'occupation de l'Allemagne.
Ceux qui disent maintenant nous l'avons eu, votre Rhin allemand, sont des Suisses de la Légion, des Espagnols, des Américains, des Hollandais, des Turcs, des Égyptiens, des Arméniens de la Légion. Et depuis la fin de la guerre, des Russes en grand nombre, que suivront des Allemands nostalgiques de leur gloire perdue. Comme toujours, la Légion doit se suffire à elle-même. Tous les corps de métier y sont représentés, y compris les bouchers. Mais on a beau tuer le temps au bistrot, ni les parties de cartes, ni la lecture des journaux n'empêchent les légionnaires de rêver au jour où ils retrouveront l'Afrique. Alors, le commandement meuble, la Légion défile. Et quand il le faut, on fait donner le non moins légendaire Rollet. Mais oui, le revoilà. Lui aussi, il n'en peut plus de ce ciel gris, de la pluie et de la neige. Ce qu'il lui faut, c'est le soleil. Il va l'avoir. Au Maroc, Lyautey poursuit la pacification. Pendant la Grande Guerre, il a évité le pire, une rébellion qui aurait très bien pu intervenir pendant que les Français étaient occupés ailleurs. Mais en 1924, on ne parle plus au Maroc que d'un certain Abdelkrim. Son père, un notable du Maroc espagnol, a levé l'étendard de la révolte et l'année suivante, Abdelkrim prend lui-même la tête des rebelles dans les montagnes du Nord, dans le Rif. En 1921, il écrase littéralement l'armée espagnole et bientôt, il domine tout le Rif. En avril 1925, Abdelkrim attaque les garnisons françaises. Lyautey sait parfaitement qu'il ne s'agit pas d'une révolte éphémère que l'on réduira facilement. Ce qui commence, c'est une guerre. Il demande des renforts à Paris. Paris refuse. Un an après, quand Paris accepte d'envoyer des renforts, il est trop tard. C'est tout le Rif qui, derrière Abdelkrim, déferle sur le Maroc français. Une guerre, ça se prépare. La Légion le sait. Les légionnaires constituent des stocks de pain qui seront acheminés vers les postes plantés à travers le pays. Et partout s'établissent des camps où se rassemblent les tribus ralliées. Leurs chefs, en grand nombre, ont répondu à l'appel de Lyautey. Il les a traités comme des amis. L'honneur leur commande de répondre à la confiance d'un ami. Et Lyautey, en personne, veille à tout. Bref, on mobilise. On arme les partisans qui combattront à nos côtés. Et on appelle, bien entendu, la Légion. 2 bataillons d'Algérie viennent la renforcer. Et l'on se bat. La première grande ville qui ait été menacée, c'est Fès. Derrière ces remparts, elle semblait ne vouloir que la paix. Et l'on apprend que des tribus que l'on croyait définitivement acquises à la France sont passées à l'ennemi. En apparence, tout est semblable à hier. Mais demain, en fait, c'est la Légion qui va barrer la route de Fès. Elle va se battre sans trêve, ni répit. Dans un seul engagement livré au poignard et à la grenade, 4 officiers et 60 légionnaires ont péri. Mais Fès ne sera pas prise. Abdelkrim a perdu la partie. Ses partisans l'ont abandonné. Le 26 mai 1926, il viendra à cheval faire sa soumission. Pour renforcer les positions françaises, la Légion entreprend maintenant la construction de fortins. Elle trace un étonnant réseau de pistes qui un jour seront des routes.
y a encore une ville sous le contrôle des derniers rebelles. Elle s'appelle Taza. Et là aussi, la vie continue. Mais si l'on veut rétablir la paix, il faut réduire définitivement ce qu'on appelle la tâche de Taza. C'est la Légion qui en sera chargée, et ce sera dur. Les derniers rebelles sont courageux. Le 25 juillet 1926, c'en est fini. Il n'y a plus de tâche de Taza. On parlera encore longtemps de pacification. Il faut savoir qu'à l'époque, le mot paraissait tout naturel. Les Français pensaient que la protection qu'ils accordaient à certains peuples devait être ressentie par eux comme un honneur. Quand j'étais enfant, nous parlions avec fierté de notre empire colonial. Il a fallu une seconde guerre mondiale pour ouvrir les yeux. Et justement, en regardant les images qui vont suivre, et surtout en écoutant le commentaire qui les accompagne, je suis sûr que nous allons ressentir une impression mélangée. Il est dans cette coquette ville de l'Oranie un secteur réservé où, sans réserve, on manifeste sa peine. Chez les filles de la douceur, la Légion n'est pas étrangère. Pourquoi l'harmonie ne régnerait-elle pas sur la diversité des races et des langues? Mais les légionnaires sont surtout épris de l'aventure. Partir pour les pays du Sud, que les djiches menacent de nouveau. Mais il s'agit cette fois d'en finir avec eux, de s'emparer de leur repère, le Tafilalet. Cette opération a été conduite presque sans effusion de sang, grâce à nos régiments de légions étrangères et à nos goums de cavaliers algéro-marocains, placés sous la direction du général Giraud. Le transport s'effectue soit à dos de mulets ou de chameaux, soit en camion sous la protection des automitrailleuses, car les attaques des dissidents isolés sont toujours à craindre. Le chargement des bombes. Et puis, c'est l'attaque définitive. Le recensement des prisonniers. Quelques types de dissidents. Ouskunti, grand chef des dissidents. Cette légion-là, c'est celle qui a inspiré tant de films français et américains. On pense à la Bandera, avec l'inoubliable Jean Gabin, c'est le temps aussi où Édith Piaf chante son légionnaire qui sentait bon le sable chaud. Mais la Légion va quitter le sable chaud. Ce qui l'attend, c'est une seconde guerre mondiale. D'abord, on rappelle les réservistes, parce que quand on a été légionnaire, et même quand on est rendu à la vie civile, on reste de la Légion. Et puis, un grand nombre d'étrangers, comme en 14, vont s'engager dans la Légion. D'abord, beaucoup d'Espagnols républicains chassés par la victoire de Franco. Et puis ces étrangers habitant la France depuis longtemps, pas encore naturalisés, qui veulent logiquement défendre le pays qui les a accueillis, et puis des Juifs nombreux, qui veulent combattre cet Hitler qui pourchasse leurs coreligionnaires. On va envoyer d'abord des contingents de la Légion aux avant-postes de la ligne Maginot. Et puis pendant l'hiver de 39-40, on demande des volontaires à Sidi Bel Abbès pour un bataillon de marche
de type montagne. C'est la formule. Type montagne. C'est le temps où la Finlande se défend héroïquement contre l'agression soviétique. Et tout le monde à Sidi Bel Abbès pense que le type montagne, c'est pour la Finlande. Il y a 2000 volontaires qui vont être commandés par le futur général Monclar, alors lieutenant-colonel, 2000 volontaires qui vont quitter Sidi Bel Abbès. On a reçu des tenues neuves, des vêtements chauds, du matériel neuf. Avant de partir, la photo d'usage. Il faut bien emporter des souvenirs. On est prêt. Les sacs sont bouclés. Adieu à la caserne Vienno. Beaucoup ne la reverront pas. Les fameux mulets de la Légion sont de la fête. Séparation déchirante. À la Légion, on connaît. Et l'on s'embarque pour la France. Et croit-on toujours pour la Finlande? Trop tard. À peine aura-t-on le temps de s'équiper et de s'entraîner, et la Finlande aura capitulé. Dès lors, tout va très vite. Les Allemands attaquent en Norvège. On va leur répondre. La Légion était prête pour la Finlande. C'est en Norvège qu'elle ira. À Narvik. Nous sommes en avril 1940. Le corps expéditionnaire composé des 5e et 27e brigades de chasseurs alpins et de la 13e demi-brigade de la Légion se rassemble sur les quais du port de Brest. Le 5 mai, on est en vue des côtes de Norvège et très vite la bataille s'engage. Avant de débarquer, on pilonne les côtes où se trouvent les Allemands. La nuit, le rivage s'est changé en brasier. À la nuit, le rivage n'est plus qu'un brasier jetant des lueurs sinistres. Ces hommes sont les légionnaires qui investissent la capitale du fer norvégienne après 36 heures de combat. Surpris par la rapidité de l'avance, de nombreux prisonniers tombent entre nos mains. Mais le 10 mai 1940, Hitler attaque en Hollande, en Belgique et en France. C'est là maintenant qu'il faut livrer le combat. Les Anglais le comprennent les premiers, ils retirent leurs avions, leurs bateaux, les Français doivent suivre. La Légion se rembarque. La voilà en Angleterre. Et c'est là que va se livrer, que va se jouer pour elle, certainement le plus grand drame de son histoire. La France demande l'armistice. De Gaulle refuse l'armistice et réunit autour de lui les premiers éléments de la France libre. À qui la Légion va-t-elle obéir? Eh bien, la Légion va se scinder. Une partie gagnera l'Afrique du Nord et une autre se rangera sous la bannière de Gaulle. Parmi eux, Leclerc et Koenig. C'est en Afrique de l'Est que les Anglais enverront les légionnaires alliés à De Gaulle. Parce qu'une bataille décisive va s'y jouer. Il faut chasser les Italiens d'Érythrée et de Libye. Là, on va rencontrer un certain Rommel. Les Allemands foncent, remportent victoire sur victoire, ils sont repoussés. Rommel attaque de nouveau, il faut lui barrer la route. Aux Français libres, on va assigner une tâche particulièrement difficile, contenir le plus longtemps possible dans le désert l'avance de Rommel. C'est en un lieu totalement inconnu qu'on les envoie à Bir Hakeim, à 60 km de la mer.
La Légion est là. Elle retrouve l'un de ses officiers, devenu général, Koenig. Bir Hakeim, sous une chaleur écrasante, c'est un désert dans le désert. Rien que de la pierraille. Pour tenir un champ circulaire dont le développement atteint 17 à 18 km, Koenig dispose de la première brigade française libre à laquelle appartient la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. Les 2 bataillons de la Légion sont commandés par un prince géorgien, le lieutenant-colonel Amil Akbari. Il compte parmi eux des Allemands et des Italiens, ce qui ne simplifie pas le problème. Et s'ils sont faits prisonniers? Ces gens-là, de toutes pièces, vont édifier une ligne de défense là où il n'y a rien. Ils vont s'enterrer, creuser des trous, des tranchées et surtout semer devant les lignes d'innombrables mines. On attend l'attaque. Elle vient le 27 mai 1942. Les Italiens, d'abord, que l'on repousse. Les Allemands, ensuite, que l'on repousse. Puis Rommel en personne. Que cette résistance étonne, irrite. Qui sont ces gens-là? Des Français, lui répond-on. Rommel fait dire à Koenig, rendez-vous. Koenig ne répond même pas. Rommel s'avance dans sa voiture découverte. Ses troupes foncent. On les arrête. Des jours et des nuits d'un effroyable face-à-face. Le corps à corps, la Légion connaît. Le 9 juin, le haut commandement anglais fait savoir à Koenig qu'il a rempli sa mission. La position de Bir Hakeim n'est plus essentielle. Les survivants ont l'autorisation de se replier. On a tenu Rommel en respect pendant 12 jours, ce qui a permis aux Britanniques de renforcer leur position. Rommel ne passera plus. La Légion était là. Plus tard, quand la paix sera revenue, elle rendra hommage à ses morts. Un mot encore sur Bir Hakeim. Il est de notoriété mondiale que le soldat français, et singulièrement le légionnaire, pour se battre a besoin de vin. Koenig l'a rappelé au commandement britannique, dont il dépendait. Et le commandement britannique s'est très bien conduit. On a fait venir de Palestine tout ce qu'on pouvait trouver de vin, et le vin a été débarqué sur les quais de Tobrouk. Malheureusement, les barils sont restés un peu trop longtemps au soleil. Après quoi, on les a acheminés à travers le désert, sur des camions toujours en plein soleil. Le résultat a été tragique. Et Koenig a été obligé d'en référer à son supérieur, le général de l'Hermina, en lui faisant savoir que même les plus forts gosiers de la Légion étaient dans l'incapacité d'absorber ce liquide innommable. C'est pourquoi, à Bir Hakeim, la Légion s'est battue sans vin. Mais, écoutez bien, la Légion a fini par réclamer la ration intégrale de thé que l'on attribuait aux combattants britanniques. Du thé pour la Légion étrangère, cette fois-ci, ça n'est plus un drame, c'est une tragédie. Novembre 1942. Les Américains et les Anglais débarquent au Maroc et en Algérie. Rommel livre en Tunisie son ultime combat avant de reconnaître sa défaite. La Légion, enfin, se retrouve tout entière
Il y en avait deux, il n'y en a plus qu'une, comme il en a toujours été. Unis pour se battre. Et de nouveau, les engagements se multiplient. Pour ceux qui, depuis 1940, avaient cherché leur voie éperdument et ne l'avaient pas trouvée, devenir légionnaire, c'est la meilleure des solutions. Dans ce creuset, les problèmes n'existent plus. La Légion a appris la guerre moderne. Elle reçoit du matériel américain. Où sont les mulets d'antan? La bataille de Tunisie est gagnée. Ce qui attend la Légion, c'est l'Italie. Le débarquement à Naples est compliqué par les destructions du port. Nos blindés montent en ligne. Ils traversent des villages dont la bataille récente a arraché jusqu'aux traces de leur paisible passé. Des fleurs, des bravos. Le jour même du 4e anniversaire de la déclaration de guerre de l'Italie à la France, nos troupes entrent à Rome. Villa Médicis. Le général de Gaulle retrouve ses volontaires de juin 1940. Et parmi ces volontaires, bien sûr, il y a la Légion. La 13e demi-brigade, après avoir fait toute la campagne d'Italie, va débarquer le 13 août 1944 à Cavaillon. Elle retrouve la terre de France après un extraordinaire périple de 4 années sur 3 continents. On remonte vers le nord, en livrant des combats toujours plus difficiles, avec des épisodes inattendus. En Haute-Saône, on rencontre un bataillon allemand dont tous les officiers et tous les soldats parlent russe. Ce sont des débris de l'armée Vlasov, composés de prisonniers soviétiques qui, exposés à mourir de faim dans des camps allemands, avaient accepté d'endosser l'uniforme du Grand Reich hitlérien. On intégrera sans sourciller ce bataillon dans la Légion. La 13e demi-brigade, avec ce renfort imprévu, va rejoindre dans la région de Belfort le régiment de marche venu de Sidi Bel Abbès et débarquer en septembre à Marseille. Qu'y a-t-il de commun entre la guerre que les plus anciens ont faite au Maroc ou aux confins sahariens et cette gigantesque entreprise aux moyens surhumains dans laquelle elles se font? Et pourtant, on ne la perd jamais de vue, la Légion. La libération de Montbéliard lui doit beaucoup. Et aussi celle de l'Alsace. Quand Eisenhower déclare qu'il ne peut plus supporter l'existence de la poche de Colmar, de Lattre fait donner la Légion. Elle laisse sur le terrain de véritables grappes de cadavres qu'un témoin verra le lendemain, gelés, crispés sur leurs armes, figés dans un combat qui semblait se poursuivre dans l'au-delà.
engagés. Nous sommes à Colmar. L'Alsace est libre. Le premier bataillon du régiment de marche ne s'arrêtera qu'au col de l'Arlberg, en Autriche, lors de la capitulation allemande. Ce qui attend maintenant la Légion, c'est le théâtre d'opération le plus lointain qu'elle ait jamais rejoint, plus lointain que le Mexique, c'est l'Indochine. L'Indochine française a été occupée pendant la guerre par les Japonais vaincus sont partis, et la France rentre chez elle. C'est ce qu'elle pense, du moins. Ce que l'on va découvrir, malheureusement, c'est que les Indochinois préfèrent se gouverner eux-mêmes. Un corps expéditionnaire est formé. Il va s'embarquer en décembre 1945 et janvier 1946. Celui qui le commande, c'est le général Leclerc. Et bien entendu, il fait appel à la Légion. Un corps expéditionnaire destiné à relever les troupes françaises stationnées en Extrême-Orient va s'embarquer à Marseille sur le maréchal Joffre. Composé de régiments coloniaux, on y distingue côte à côte le légionnaire et le tirailleur sénégalais. Le bateau a levé l'ancre et cingle vers le large. La vie s'organise, douce et tranquille à bord. Enfin, le navire entre dans le port de Saigon, terme du voyage. À peine débarqué, le corps expéditionnaire est passé en revue par les généraux Leclerc et Juin. Ainsi, de nouveaux soldats français vont avoir la garde des intérêts de notre pays en Extrême-Orient. Le commandement français a vite compris que les batailles rangées n'étaient pas de mise en Indochine, où l'adversaire était partout et nulle part. On en est venu à une politique qui avait réussi ailleurs, planter des postes à travers toutes les régions où la population nous était favorable, protéger cette population contre les partisans. Très souvent, c'est à la Légion qu'on a confié ces postes. La Légion qui, de plus en plus, à mesure que passent les mois, les années, va devoir affronter les soldats de l'ombre, les hommes d'Ho Chi Minh. De Saigon, des trains partent vers l'intérieur du pays. Les chemins de fer d'Indochine et les troupes de l'Union française réussissent ce tour de force, entretenir une activité ferroviaire dans un pays bouleversé. La Rafale est au train ce que le convoi est au camion. Un ensemble de 4 ou 5 rames se suivant à faible distance. Aussi, chaque train est-il armé de canons sous tourelles, de mitrailleuses, doté de postes émetteurs. Alerte! C'est l'embuscade classique, le pont jeté au fond du ravin. La Rafale, ce grand bateau terrestre armé pour la bataille, compte autant de victoires que de voyages. Elle a ses héros. Soldats et cheminots, Français et Vietnamiens, combattent et meurent pour que le train passe. Le troisième étranger travaille à la pacification en Cochinchine avant de monter au Tonkin. Dans la plaine des Joncs, au sud-ouest de Saigon, un marécage démesuré, un grand nombre de petits postes sont tenus par la 13e demi-brigade et le premier étranger de cavalerie.
Sans cesse, on passe la région au peigne fin. On effectue des contrôles. On escorte des convois. On ouvre des routes. On tâche d'éviter les mines. Les Viettes les installent dans des endroits diaboliques. On saute au moment où l'on s'y attend le moins. Et souvent, les Viettes, on les cherche pendant des jours sans les trouver. C'est au nord, en 1949-1950, que la menace va se préciser. De Chine filtrent vers le Tonkin des quantités toujours plus grandes d'armes et de matériel de guerre. Ce qui se constitue maintenant du côté vietnamien, c'est une véritable armée. Et il faut aux Français, pour faire face, de plus en plus d'hommes et de moyens. Un combat quotidien, toujours recommencé. Schoendoerffer a filmé une opération dans les sables du centre Annam. Cette région, d'ailleurs, nos soldats l'ont appelée la rue sans joie. Pour contrer le Viet Minh, il faut arriver par la mer. Ce sont les légionnaires qui débarquent et qui attaquent. Les légionnaires qui se font aussi parachutistes. Les dernières opérations auxquelles la Légion participera seront celles de Ngialo, Ho Ha Binh, Nha Sam, d'autres encore. La guerre est devenue inexpiable. Et l'hiver de 1953-1954, la Légion sera dans la cuvette de Dien Bien Phu. L'épisode que nous voyons, c'est celui de la côte 781. L'héroïsme à l'état pur, inoubliable et déchirant. C'est une tradition qui ne souffre pas d'exception. La Légion ne laisse pas ses morts. Il y aura beaucoup de prisonniers. Très peu survivront. Ceux qui rentreront témoigneront par leur seule apparence. Au cours de la guerre 14-18, la Légion a eu un peu plus de 5000 tués. Pour la Seconde Guerre mondiale, un peu plus de 9000. Pendant la guerre d'Indochine, 10 382 légionnaires sont morts au combat. Et la Légion quittera l'Indochine. Elle rentrera chez elle, à Sidi Bel Abbès. En 1956, j'avais 30 ans. Je croyais dur comme fer que la France était toujours une grande puissance.
Nous avions figuré parmi les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Nous faisions partie des 5 grands. Et puis voilà que le colonel Nasser a nationalisé le canal de Suez, sur lequel Français et Anglais se croyaient des droits historiques. Alors, Anglais et Français, ensemble, ont fait ce qu'ils avaient toujours fait dans le passé. Ils ont débarqué en Égypte, et ensemble, ils ont foncé sur le Caire. Un nouveau conflit entre l'Égypte et Israël vient de surgir. Il remet en cause la paix et la sécurité dans le monde entier. Afin d'empêcher l'aggravation du conflit et d'assurer la liberté de navigation sur le canal de Suez, les gouvernements français et anglais ont décidé de s'interposer entre les belligérants et d'établir une zone neutre de part et d'autre du canal. Sur l'Égypte, ce sont les paracoloniaux qui sautent, mais c'est la Légion qui va débarquer. C'est la Légion qui débarque. La Légion, comme on le lui avait demandé, qui occupe le terrain. Et voilà, les 2 vrais grands sont intervenus, soviétiques et américains, ensemble. Et pourtant, c'était la guerre froide. Et le président Eisenhower et M. Khrouchtchev nous ont dit, d'une même voix, rentrez chez vous, messieurs les Anglais, messieurs les Français. Et nous avons obéi. Alors j'ai compris, et beaucoup de Français et beaucoup d'Anglais ont compris que nos pays n'étaient plus que des puissances moyennes. La Légion repartira comme les autres, et comme les autres humiliés. Mais la pire humiliation l'attend ailleurs, en Algérie. Elle s'y croyait chez elle. Elle s'y est battue. C'est un pléonasme de dire qu'elle s'y est bien battue. Tous les Français qui ont quitté l'Algérie ont abandonné ce sol déchiré. Mais la Légion a dû laisser derrière elle Sidi Bel Abbès, où elle croyait que se trouvait son âme. C'était trop. Trop. Il reste de son épopée ces images souvent muettes, mais qui parlent si bien. Il faudrait y ajouter celle d'Aubagne, où elle a transporté la main en bois du capitaine d'Anjou et ses souvenirs les plus précieux. Celle de Corse, celle de Djibouti, où elle est aussi. Celle de Polynésie, celle de Guyane. Il faudrait l'avoir vue intervenir au Tchad, sauter sur Kolwezi, se trouver en première ligne dans la guerre du Golfe. Ils sont aujourd'hui 8500, les légionnaires. 70% d'étrangers, 30% de Français. Partout où elle se trouve, la Légion, chaque année, célèbre Cameron. Elle exalte son passé, mais elle croit aussi en son avenir. Parce qu'elle sait que tant qu'il y aura des hommes chassés de leur pays, répudiés par les leurs, ou à qui la vie sera trop à charge, il faudra qu'ils puissent trouver une légion étrangère, ou du moins quelque chose qui lui ressemblera beaucoup.